Bonjour à tous, donc je suis Yael Salin, coordinatrice projet R&D chez Algaia. Donc je vais vous inviter à plonger dans un océan de textures avec ma présentation des algues dans nos assiettes véganes. Donc je vais faire une rapide introduction parce que beaucoup de ce que j'avais prévu dans mon introduction a été dit ce matin. Je présenterai aussi rapidement Algaia et je vous expliquerai comment on passe des algues aux alginettes et je terminerai par des exemples d'applications de recettes véganes dans lesquelles nous avons utilisé nos alginettes. Donc, comme on l'a vu ce matin, le vegan est en forte croissance en France et dans le monde, au niveau de l'agroalimentaire, mais aussi au niveau des cosmétiques. Les Français cherchent à manger de plus en plus de végétaux pour des préoccupations portées sur une alimentation saine, sur le bien-être animal et sur la limitation de la consommation de viande, et également dans un but de sauvegarde, de protéger la planète au niveau de les rejets. Désolée pour le format. Donc là, j'ai juste repris une petite définition de ce qu'est une alimentation végane, donc qui ne contient pas de produits d'origine animale et dont la fabrication est respectueuse des animaux. Donc on retrouve de plus en plus de produits dans les supermarchés, de produits d'origine végétale. Donc des alternatives au fromage. Bon, j'ai pas mis le produit qu'on a vu ce matin, mais également des produits pour les desserts et au niveau des alternatives carnées. Donc on peut retrouver des merguez, des steaks, des lardons ou autres saucisses. Mais la problématique qui se pose, c'est comment proposer une alternative végétale aux produits d'origine animale. Comment on passe d'un burger avec de la viande de bœuf à un burger très ressemblant, mais avec une alternative végétale. Il y a énormément de questions pour reproduire l'aspect visuel, la texture, comment lier les protéines végétales entre elles, la sensation en bouche, les propriétés à la cuisson également. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'à Algaia, nous avons travaillé pour voir comment les alginettes pourraient répondre à ces questions. Donc Algaia, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un chiffre d'affaires supérieur à 26 millions d'euros en 2022, une centaine d'employés répartis sur 3 sites, avec un site de production des alginettes en Bretagne à la Nice, des bureaux commerciaux à Paris et un centre de recherche et de développement en Normandie à Saint-Lô, dans lequel je fais partie. Algaia, c'est également plus de 40 000 tonnes d'algues processées par an. Donc le centre de R&D représente 13% des effectifs, donc Algaia a vraiment à cœur de travailler sur l'innovation et la recherche, avec également 15 projets d'innovation par an. C'est également plus de 200 clients dans l'agroalimentaire, mais aussi jusqu'à la santé, en passant par l'industrie, enfin toutes les applications possibles, et une livraison dans plus de 50 pays. Donc la gamme de produits et services proposés par Algaia, donc c'est des extraits d'algues rouges, les carrageenanes, qui sont produits au Chili par notre partenaire Gélimar. Des extraits d'algues brunes, les alginettes, produits donc, dans notre usine à la Nice. Des extraits d'algues de spécialité, donc des agri-ingrédients, qui sont également produits à l'usine. Et une activité de service, donc on propose d'analyser les biomasses algales principalement pour tout type d'analyse de caractérisation. Et ça se passe sur le centre R&D en Normandie aussi. Donc je reprends
peut-être des bases pour certains. Les algues, c'est quoi? Donc on a 2 grandes familles, les microalgues qui, comme leur nom l'indique, sont microscopiques, et les macroalgues qui peuvent aller de quelques millimètres à plusieurs mètres. C'est des organismes marins qui réalisent la photosynthèse et qui ont un rôle vital dans l'écosystème marin puisqu'ils participent à l'équilibre physico-chimique. Ils sont un abri pour la vie marine et sont les premiers maillons du réseau trophique. Donc les algues, quels sont leurs intérêts? Donc on a énormément de possibilités. On peut les utiliser en tant qu'agent de texture, on peut retrouver des fibres, ingrédients santé, polysaccharides, des vitamines, des oligoéléments et des antioxydants, entre autres. L'intérêt aussi, c'est que les algues ne nécessitent pas de terre arable, d'eau et d'engrais et de pesticides pour pousser. Et elles peuvent être cultivées, elles produisent de l'oxygène et captent le dioxyde de carbone. Donc là, j'ai remis en alimentaire un peu ce qu'on peut retrouver. Donc, en algues alimentaires directement consommables, c'est ce qu'on a pu voir dans différents projets. Donc pour les algues rouges, on peut retrouver le nori, la dulse. Pour les algues vertes, la laitue de mer. Et pour les algues brunes, le kombu, wakame, haricots de mer, entre autres. Et on peut aussi extraire les texturants de ces algues. Donc dans les algues rouges, on peut retrouver des carragénanes ou des agars, et dans les algues brunes, des alginates. Donc au niveau d'Algaia, on processe des algues récoltées à maturité et fraîches qui ont été récoltées dans la mer d'Iroise. Elles sont ensuite transférées à l'usine où il y a un fort savoir-faire industriel puisque notre usine a 55 ans. Et on pratique aussi le principe de bioraffinerie où l'idée c'est d'extraire au maximum de ce que l'algue peut nous apporter. Et on arrive à la fin à avoir des alginates qui nous permettent d'obtenir une large gamme de textures qu'on peut utiliser en tant que gélifiant, épaississant ou stabilisant. Donc je vais ensuite dérouler ma présentation avec les différents talents que peuvent avoir les alginates et comment nous avons exploité ces talents pour faire des recettes véganes. Donc un des premiers talents des alginates, c'est leur fonctionnalité. Donc on peut les utiliser en tant qu'épaississant ou gélifiant. Et également, elles sont processables à froid. Donc on n'a pas besoin d'utiliser de chauffage pour les activer. Donc sur ces principes, nous avons réalisé un tartinalgue, donc un mélange avec du jus de tomate et des aromates et notre alginate pour l'épaissir et le rendre tartinable. Et l'alginate apporte aussi un côté nappant en bouche qui est assez intéressant. Donc, un des autres talents de l'alginate, c'est les compatibilités. Il est fortement compatible avec les protéines végétales, les laits végétaux ou les autres texturants. On n'a pas de soucis. Donc, on a développé une burrata vegan. C'est un mélange d'alginate avec du lait de riz, l'amidon, pectine, guar et huile de coco. Donc on a mélangé tous ces ingrédients entre eux et ensuite on les a plongés dans un bain de calcium pour gélifier. Et on n'a pas fait une gélification complète pour continuer à avoir un cœur liquide dans lequel on a inséré notre tartinalgue précédemment pour faire un équivalent burrata. Donc l'alginate dans cette recette apporte la fermeté et l'élasticité de nos billes. Et donc, oui, comme je le disais, il n'y a pas de problème de compatibilité. Et c'est toujours réalisé sans chauffage. Donc le talent suivant, c'est la stabilité à chaud. Donc sur ce talent, nous avons fait une recette de falafel. Donc l'alginate est utilisée pour lier les protéines de soja et les protéines de blé de la recette.
Et du coup, l'aspect qu'on a avant cuisson et après cuisson est le même, car l'alginate a cette propriété de stabilité à la cuisson. Et on apporte un côté croustillant, de l'élasticité et une préhension facile. On peut manger à la main sans problème, c'est falafel. Un autre talent, c'est l'aspect et la flaveur qui sont globalement neutres pour les alginates. Donc on a développé un fromalgue, bon, pas aussi abouti que ce que j'ai pu goûter ce matin, mais un mélange de farine de pois chiches et de purée d'amande associé à de l'alginate autogélifiant nous permet de former un bloc qui est tranchable et qui est ferme. Et comme l'alginate n'apporte pas de goût ni de couleur, on a un beau fromage vegan. Et le dernier talent, si on peut dire, c'est l'image. Donc, l'alginate a une bonne image sur Yuka, par exemple. On retrouve l'alginate en vert sur ces applications. Et on connaît tous les billes d'alginate, d'ailleurs, qui ont été exploitées dans plusieurs projets. Donc, nous, on avait proposé une recette avec un mélange de vinaigre balsamique et alginate plongée dans de l'huile pour faire une vinaigrette un petit peu plus fun. Mais comme c'est fortement compatible, on peut imaginer plein d'autres ingrédients et développer toute une palette de saveurs. Et sur l'image aussi, on a travaillé sur des gummies à base d'alginate pour remplacer la gélatine qui n'est pas compatible au niveau vegan et qui n'a pas forcément une belle image. Et l'avantage de l'alginate dans cette recette, c'est que ça apporte une fermeté, une élasticité assez intéressante, parce que de tous les texturants végétaux qui existent, on a souvent des soucis pour copier la gélatine en termes de mâche. Et l'alginate est un bon compromis et permet d'avoir une mâche plus importante que la pectine ou l'agar, par exemple. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a des questions? Nous, on en a une pour vous. Vous vous orientez actuellement vers les alginates plutôt que vers les carragénates, ça? Pour quelle raison? Alors, on travaille plus particulièrement sur les alginates puisque notre usine processe les alginates et que les carragénates, c'est un partenariat avec la société Gélimar. Donc c'est vrai dans nos développements, on essaye de travailler en premier lieu sur les alginates, mais on peut aussi développer des recettes sur les carragénates sans problème. Mais c'est d'autres textures, donc ça peut être des applications un petit peu différentes. Très bien, nous vous remercions beaucoup pour cette conférence. Il y a deux mains levées, je ne sais pas. Excusez-moi. Allez-y. Alors en fait, on a une gamme de produits où c'est des alginates purs. Et en fait, suivant l'algue qui a été processée, on utilise plutôt pour épaissir ou plutôt pour gélifier. Et ensuite, on a des gammes de produits où on associe avec soit un sel de calcium, soit un sel de calcium et un sel de phosphate pour pouvoir avoir nous on appelle ça des autogélifiants qui, mis dans le milieu, vont gélifier directement en fait. Moi j'avais une question par rapport à la récolte des algues en pleine mer. C'est des cultures ou c'est des récoltés sur des populations d'algues qui sont naturelles, et est-ce que ça a un impact sur justement l'écosystème marin qui vivait dans ces algues-là?
C'est une bonne question. Donc, du coup, nous, on travaille sur des algues de récolte, donc sauvages, mais avec un partenariat avec l'Ifremer et le comité régional des pêches. Donc, en fait, c'est des zones qui sont prédéfinies, qui sont autorisées par la récolte et pour la récolte. Elles sont récoltées et laissées après. Ces zones-là sont laissées en jachère pour qu'il y ait le temps aux algues de repousser et tout l'écosystème de bien se reconstituer et, pour avoir une ressource durable en fait dans le temps. Okay. Donc c'est suivi et surveillé. Et ça se reconstitue en combien de temps à peu près l'écosystème ? Ça dépend de l'algue. Il y a des algues qui sont annuelles et d'autres pluriannuelles. Donc après ça dépend. Je n'ai pas en tête là, le temps laissé en jachère, mais tout ça, ça a été bien vu et calculé. Ok, merci. Voilà. Et vous aviez des algues au Chili. Oui. C'est quoi ? Vous avez une antenne au Chili ou vous cultivez, vous transformez des algues du Chili ? En fait, c'est une entreprise chilienne. Nous, on fait juste la distribution de leur carrageenan, mais ils ont un peu le même principe que nous. Ils utilisent des algues fraîches récoltées dans les eaux chiliennes, mais avec ce même souci de la gestion durable de la ressource. Donc, du coup, c'est distribué en Europe. C'est ça, on est un peu leur distributeur européen sur cette matière première-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Du coup, merci beaucoup pour cette conférence. Et nous invitons à présent Abdelhadi Idrissi Kettouni à nous rejoindre sur scène pour nous présenter sa conférence.